Bonjour à toutes et à tous et tout d'abord merci aux organisateurs pour cette opportunité de pouvoir échanger avec vous sur le parcours de soins qui est un peu particulier pour la thérapie génique de l'hémophilie, vous allez voir, parce que ça change complètement la vie des patients. Donc, dès que j'aurai mes diapos, on va pouvoir commencer. Donc, je peux commencer déjà peut-être vous donner quelques informations sur ce que c'est l'hémophilie pour ceux qui ne sont pas très familiers pour cette maladie rare. Donc, il s'agit d'une pathologie hémorragique constitutionnelle, donc liée à l'X. Voilà. Je ne vais pas vous faire un cours d'hémostase, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une pathologie hémorragique. Pendant des très très longtemps, on pensait que du fait de sa transmission liée au chromosome X, la maladie touchait que les hommes et les femmes étaient des simples conductrices. Donc maintenant qu'on a des innovations thérapeutiques qui ont permis de prendre en charge de manière beaucoup plus efficace les hommes, en fait, on revient vers les femmes et on réalise qu'en fait, ce ne sont pas que des conductrices, mais ce sont des hétérozygotes et de ce fait, elles peuvent avoir un risque hémorragique comme les hémophiles mineurs et on commence à les prendre en charge. Il y a énormément de travail pour les inclure également de manière efficace dans ce parcours de soins. Donc, on parle de pathologie hémorragique. Vous pouvez vous demander pourquoi je vous montre des images qui concernent les articulations et l'orthopédie, parce qu'un des problèmes majeurs de cette pathologie, c'est des saignements intra-articulaires qui donnent, suite à une répétition dans le temps, à des arthropathies hémophiliques qui sont extrêmement handicapants sur le plan physique. Donc, on ne veut plus voir ça et c'est pour ça qu'on fait de la prophylaxie pour éviter justement l'arthropathie ou les autres types de saignements majeurs comme l'hématome que vous voyez au niveau du quadriceps ici ou les saignements de viscères, notamment le système nerveux central qui peut mettre le pronostic vital en danger. Voilà de quoi on parle quand on parle d'hémophilie. Et cette pathologie, comme les autres maladies hémorragiques rares, est prise en charge de manière coordonnée par les centres de la filière MEMO, donc sur les maladies d'hémostase rare, avec 3 centres de référence actuellement, donc le CRH qui concerne l'hémophilie et les déficits rares de coagulation, le CRMW pour la maladie de Villebrand et le CRPP pour les pathologies plaquettaires. On travaille depuis très longtemps avec l'Association française des hémophiles, même si ils ont gardé le nom hémophile, ils s'intéressent aux autres pathologies hémorragiques également. Et on a la chance d'avoir un registre qui est contrôlé, spécifique de ces pathologies hémorragiques, qui est la France Coag, qui est également financé par l'État et qui a l'avantage d'avoir des données qui sont contrôlées. Bien sûr, on participe au BAMARA aussi, l'une n'exclut pas l'autre. Donc, comme vous voyez, on a les 32 CRC qui s'occupent de ces patients de manière coordonnée. Pendant des décennies, on a traité l'hémophilie avec des concentrés de facteur 8, facteur 9. Et avant ça, vous avez certainement entendu, vous êtes tous très très jeunes, mais du sang contaminé avec tout l'impact que ça a pu avoir sur la population des hémophiles. Donc, le problème de ces concentrés, ils sont très efficaces, mais leur demi-vie est très courte, donc il faut injecter de manière répétée pour maintenir l'efficacité. Ils sont par administration intraveineuse, donc beaucoup de contraintes. Si vous amenez ce mode de traitement à des petits garçons qui ont 1 an, 2 ans, qui commencent à marcher, à tomber, à avoir ces saignements intra-articulaires. Pour éviter ça, il faut les injecter régulièrement pour que leur taux augmente et qu'on soit préventif par rapport au risque de saignement. C'est dans ce contexte-là que les innovations sont arrivées. En 2 mots, la thérapie génique de l'hémophilie, c'est basé sur une vectorisation par AAV, c'est des adénovirus associés, donc qui ont une répartition très très large au niveau de la population générale. Donc vous avez tous certainement rencontré beaucoup d'AAV. Quand on regarde la population française, à peu près 30% d'entre nous sont déjà préimmunisés par rapport au virus vecteur qu'on va utiliser, ce qui fait que un tiers de la population est déjà out comme candidat potentiel parce qu'on va développer, avec les anticorps qu'on a contre les AAV, la chance d'efficacité va être extrêmement réduite parce que c'est ce virus qui va apporter le gène SAN du facteur 8 ou de facteur 9. Donc, il y a des sélections et on va en discuter un peu dans le parcours de soins. C'est des choses que les hémophiles n'avaient pas l'habitude d'être candidats ou pas à un traitement. C'était un choix. Maintenant, il y a des critères
de faisabilité. Donc, l'idée, c'est de cibler l'hépatocyte de patients, apporter le ginseng via un virus AAV de sérotype 5 actuellement pour les produits qui sont disponibles, et ensuite laisser les hépatocytes du patient synthétiser la protéine qui manque, donc soit le facteur 8, soit le facteur 9. Comme disent les Américains, c'est une approche once and done. On le fait une fois et on espère que l'efficacité dure dans le temps et qu'on n'ait plus besoin de faire de la prophylaxie. La particularité des hémophilies par rapport à d'autres pathologies rares, c'est qu'on a beaucoup d'alternatives. Donc, on n'a pas le souci de dire c'est thérapie génique qui va sauver des vies. Ce n'est pas vrai, parce qu'on a des alternatives thérapeutiques qui sont arrivées à peu près en même temps que la thérapie génique. Je vais commencer par vous montrer 2-3. On a parlé des concentrés de facteur 8, facteur 9 avec leurs contraintes. Maintenant, il y a des facteurs qui sont notre demi-vie allongée qui permettent de réduire la fréquence des injections. Certes, ce sont des administrations IV. On a également des anticorps monoclonaux qui miment l'activité des facteurs, qui les remplacent dans le système de coagulation. On a des anticorps qui bloquent certains inhibiteurs, les régulateurs de la coagulation. Et puis, on a aussi des facteurs qui sont à demi-vie très, très allongée, c'est-à-dire quand vous faites une injection, l'efficacité en termes de normalisation de la coagulation dure pendant 4-5 jours. Donc, les gens, ils vivent normalement pendant 4-5 jours suite à une injection. Et puis, la plupart de ces innovations sont également par voie sous-cutanée maintenant. Donc, vous voyez qu'on a pu réduire les contraintes, le fardeau du traitement, on a amélioré aussi l'efficacité. Et le thérapie génique est arrivé dans ce contexte-là, dans notre milieu. Et il y aura également d'autres innovations dont je vous parlerai à la fin. Donc, la prise de décision partagée, du coup, a un vrai sens dans notre communauté parce qu'on n'a pas que facteur ou thérapie génique. Comme vous voyez, on a différentes modalités. Certains étant des facteurs, d'autres des anticorps, d'autres des mimétiques et sous-cutanées, intraveineuses. On le fait une fois, on le fait plusieurs fois, à quelle fréquence et selon des niveaux d'efficacité qui peuvent être discutés. Donc, la filière MAMO a travaillé déjà sur un document général de prise de décision et les principes avec l'Association française des hémophiles qui est disponible sur le site de la filière. Et ensuite, concernant l'arrivée de toutes ces opportunités thérapeutiques et la thérapie génique, le centre de référence avec les patients, on a fait un outil homogène pour tous les CRC pour présenter ces différentes thérapeutiques quand on est en phase de prise de décision partagée en mettant des outils communs pour chacun. Vous voyez tout ce qui existe, les facteurs, les non substitutifs, leurs avantages, leurs inconvénients, en quoi ça consiste les thérapies géniques de manière simple. On n'a pas mis de texte, on n'a mis que des schémas pour que chaque médecin puisse l'approprier et expliquer avec ses mots et selon le niveau d'éducation de patient qu'il a en face de lui. C'est vraiment des supports pour ce type d'activité et pas des textes à partager. Bien sûr, comme vous le savez, concernant la prise de décision partagée, il ne suffit pas de uniquement expliquer les patients ce qui se passe, il faut qu'il y ait aussi un travail personnel. Donc, ils ont l'information, on a fait des petits flyers avec lesquels ils peuvent partir chez eux, ils peuvent partager ces informations avec leur personne de confiance et réfléchir dessus et revenir après. Et là, on a utilisé vraiment les mêmes images qu'ils ont déjà vues avec les médecins pour qu'ils puissent s'en souvenir du discours qui va avec et se le approprier, le reformuler et revenir avec leurs questions pour une deuxième phase de discussion. Et bien sûr, la Fédération mondiale de l'hémophilie a également fait un outil commun qui peut être utilisé, c'est allé trop vite. Dans de nombreux pays, il y a des traductions dans maintenant 8 langues différentes, y compris le malaisien, vous voyez, donc ils ont fait vraiment très large. Et ça a le mérite je dirais, d'être homogène et d'apporter une information indépendante du médecin qui parle au patient. Donc, ça oblige un peu le patient d'avoir un peu de travail à domicile, d'aller chercher lui-même l'information, mais quelque chose qui est fiable, qui est mis en ligne par la Fédération mondiale de l'hémophilie et pas par ChatGPT, et ensuite réfléchir sur tout ça et poser ses propres priorités de vie et revenir ensuite à la discussion. Donc, voilà comment on fait un peu la prise de décision partagée actuellement pour ces patients-là.
Et concernant le parcours de soins, j'avoue que pour éviter la dispersion, tout est parti d'une réflexion commune européenne parce qu'on a une société savante qui est très forte, qui est l'IAD, qui est très impliquée, et également une association européenne des patients qui est très active. Donc, on a d'abord commencé à discuter au sein de cette communauté pour décider des choses un peu généralement pour l'Europe, et on a opté pour un système qu'on a appelé un modèle hub and spoke. Ensuite, on l'a adapté à notre organisation au sein de la filière MEMO parce qu'il n'y a pas 32 CRC dans tous les pays européens. Donc, on a la chance d'avoir un maillage qui est vraiment très bien et on s'est appuyé sur cette infrastructure pour faire une version en français adaptée à nos systèmes qu'on a publié déjà avant l'arrivée de la première thérapie génique en 2023 au sein du journal de la Société française d'hématologie pour le partager avec l'ensemble des collègues. Et l'idée est la suivante. La thérapie génique, encore une fois, ce n'est pas le seul traitement. On n'a pas besoin de l'avoir dans tous les centres. Ça a beaucoup d'inconnus, d'incertitudes au long cours. Et puis, des choses simples, je dirais, les effets secondaires, il y en a certains qu'on a vu dans d'autres programmes de thérapie génique qu'on n'a pas encore observés chez nous. Est-ce que l'efficacité va durer tant d'années? Est-ce que ces patients, même si c'est des AAV qui s'organisent en épisomal, est-ce qu'il peut y avoir un risque d'intégration quand même avec un risque oncologique dans plusieurs années? Personne n'a des réponses à ces questions-là. Donc, on a voulu pour l'instant avoir 6 centres dans la nouvelle version injecteurs qui ont tous participé à des essais cliniques, qui ont un peu essuyé les plates, si je peux m'exprimer ainsi, à travers les essais cliniques, ont pu avoir une petite expérience sur ces innovations comme centre injecteur et centre référent. Et ensuite, ouvrir la thérapie à tous les CRC, les patients de tous les territoires qui vont venir avoir l'injection dans les centres et ensuite suivi dans le centre habituel. Ça, c'est les recommandations européennes. En France, on a ajouté un strat de plus et on a créé une RCP nationale multidisciplinaire. Et ça, c'est vraiment une particularité dont je fais vraiment la promotion au sein de l'Europe et ça intéresse de plus en plus les centres. Et je vais essayer de vous le dire en 2 mots. Comme on cible l'hépatocyte, on peut avoir des effets secondaires, une toxicité sur l'hépatocyte et le foie avec des augmentations des alates qui est très importante. Le problème, c'est qu'on cible l'hépatocyte pour faire produire le facteur qui manque et la toxicité touche cette cellule aussi. Donc, ça a des conséquences directes sur le succès ou pas de la thérapie génique. Et ça nécessite une prise en charge avec des immunosuppresseurs, etc., et une réactivité, une expérience pour dire ce patient, je le mets sous immunosuppresseur, d'autres, je ne le mets pas. Donc, on a voulu avoir les hépatologues avec nous qui avaient cette expérience via les inhibiteurs de checkpoint en onco et avec des médecins internistes également. On a créé une RCP avec des experts issus des centres d'hémophilie et pas que. Et on est mobilisable en urgence sous 24 heures à la demande des centres. L'idée était celle-là. Bien sûr, quand on a des centres de proximité, des centres injecteurs, il faut très clairement définir le rôle de chacun pour que les patients soient dans des conditions optimales. Qui va faire quoi pour qu'il n'y ait pas de fausse substitution et ni de, je dirais, de problèmes de responsabilité. Donc, nous, on a vraiment donné le go du travail au centre de proximité où les patients sont connus, il y a une atmosphère très claire de coopération et de confiance avec l'équipe soignante. Donc, c'est ces centres-là qui font les critères d'éligibilité pour savoir si les patients peuvent recevoir la thérapie génique ou pas, qui les préparent par des psychologues également, pour plusieurs raisons. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des critères d'éligibilité, il y a des patients qui voudraient absolument avoir ça, et malheureusement, ils ne sont pas éligibles du fait de leur séropositivité. Donc là, ça crée des problèmes psychologiques, il faut les préparer, les suivre, et puis d'autres aussi qui se posent beaucoup de questions, qui s'étaient construits sur leur maladie, et ils ont peur de ne plus être, entre guillemets, c'est mal dit, mais malades dans l'avenir et perdre je dirais, cette existence à travers leur maladie aussi. Donc là aussi, les psychologues sont vraiment importants pour la préparation, pour ceux qui vont en bénéficier et ceux qui ne pourront pas non plus. Bien sûr, la multidisciplinarité dans ces sélections avec les hépatologues, c'est extrêmement important.
Et puis, une fois qu'on a eu la thérapie génique, le suivi justement très, très rapproché lors de la première année par rapport à la toxicité hépatique, c'est également donné comme responsabilité au centre, sachant que le centre injecteur est derrière, la RCP est mobilisée pour ces malades, mais c'est les collègues de terrain qui vont gérer réellement ces patients-là. Et ensuite, les registres qui sont très importants par rapport à tous les inconnus et les incertitudes que j'ai commencé à introduire. Donc, concernant les centres injecteurs, eux, ils sont là pour une dernière vérification, je dirais, de l'éligibilité, pour faire reformuler les choses aux patients, pour être sûr qu'ils sont prêts pour avoir ce traitement. Pourquoi on fait tout ça? Parce que la grande différence par rapport aux autres alternatives que je vous ai montrées, c'est qu'une fois que vous avez la thérapie génique, eh bien, on ne peut pas l'arrêter. Je veux dire, on peut être mécontent d'un anticorps monoclonal et retourner au facteur, mais une fois que vous l'avez eu, ça vous plaît pas, c'est un traitement à vie. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une mûre réflexion et un dialogue avec les médecins et toute l'équipe soignante d'ailleurs pour pouvoir en arriver à une décision de ce type-là. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On n'est pas dans l'écarticelle, on ne sauve pas des vies, d'accord? Donc, ça nécessite vraiment une réflexion assez mûre. Donc, et on gère après injection les effets secondaires immédiats comme des réactions allergiques, etc. Et ensuite, c'est les CRC qui s'occupent essentiellement de ces malades-là. Les RCP, je l'ai déjà détaillé. Voilà le modèle qu'on a imaginé. Ensuite, en 2024, en France, on a eu la chance d'avoir une thérapie génique de l'hémophilie B comme le premier médicament en accès direct en France. C'était Hemgenix, la thérapie génique de l'hémophilie B. Donc, cette période d'accès direct pendant 1 an, ça nous a permis de tester ce parcours qu'on a imaginé, qu'on avait mis en place, donc en dehors des essais cliniques dans la vraie vie. Donc, encore une fois, tout commence au sein des CRC locaux. Ensuite, prise de contact après validation avec les RCP nationales de l'éligibilité avec le centre injecteur. Le patient, il vient une première fois au centre injecteur pour créer ce climat de connaissance, de prise de confiance et connaître cette équipe qui va lui changer, entre guillemets, sa vie. Et via ce geste qui est simple, l'injection n'a rien de particulier, hein, ça dure à peu près 45 minutes et c'est n'importe quelle perfusion, donc, mais c'est vraiment ce climat qui fait la différence. Et ensuite, retourne dans son centre habituel avec des checkpoints qui sont très, très fréquents. Au début, c'est toutes les semaines pendant les 3 premiers mois. Ensuite, on commence à espacer plusieurs prises de sang. Ce qu'on craint, encore une fois, c'est cette toxicité et l'efficacité qu'il faut surveiller en parallèle. À partir de la première année, les choses se calment. Et nous avons testé ça pendant la période d'accès direct que je vais vous montrer parmi les 3 patients qui ont été traités. Un, à titre d'exemple. Au long cours, j'ai déjà mentionné la France-Quoi, qui est le registre national qui est actuellement très efficace, en plus de Bamara. Mais sachez que, compte tenu de toutes ces incertitudes qu'on a sur ces thérapeutiques, la Fédération mondiale d'hémophilie a également créé un registre mondial parce que ce n'est pas avec les 3 patients actuellement en une année en France ou 2 en Angleterre, 5 en Allemagne qu'on va se rendre compte réellement de ce qui peut se passer comme effet secondaire. L'idée, c'est effectivement de regrouper tous ces patients au sein d'un même registre pour qu'on puisse être alerté le plus rapidement possible s'il y a un signal de danger et qu'on devrait revoir nos copies chacun dans nos pays. Donc, les patients sont fortement encouragés à être intégrés dans ces outils-là, nationaux et internationaux. Parfois, mes collègues me posent la question en disant « Mais si le patient il refuse d'être dans un registre, à mes yeux, ça fait vraiment partie du package qu'on leur propose, au même titre que le suivi de la première année, au même titre que l'arrêt de l'alcool, parce qu'on n'a pas envie d'imposer d'autres toxicités à ces pauvres hépatocytes. Donc, il y a des contraintes et le registre en fait partie pour la sécurité. Et je peux vous dire que les patients hémophiles qui ont ce vécu de sang contaminé l'acceptent assez bien. On n'a pas de souci de ce type-là dans notre communauté. Donc, voilà, à titre d'exemple, un patient qui a bénéficié de la thérapie génique de l'hémophilie B lors de l'accès précoce. C'était un jeune homme, un des patients à 28 ans, qui était sous prophylaxie avec un produit à demi-vie allongée, donc seulement 2 injections intraveineuses par semaine avec une efficacité qui était quand même ce qui était, puisque vous voyez qu'il continuait à saigner au niveau des chevilles, des coudes. Il avait fait un gros hématome d'un muscle majeur qui est le psoas.
des hématuries, donc sa prophylaxie était quand même pas optimale à l'époque. Il avait la chance d'avoir une santé hépatique qui était tout à fait correcte, comme vous le voyez ici, avec un fibroscan qui était à 5. Donc, les hépatologues ont donné leur accord, la RCP nationale a donné son accord, et de surcroît, il n'était pas immunisé contre l'AAV5, ce qui était une bonne nouvelle pour lui. Nous n'avons vraiment pas réservé ça à des centres, je dirais, de majeurs référents, mais on est allé chercher les patients là où ils le souhaitaient. C'était le centre à Brest, par exemple, pour ce patient. Le centre injecteur le plus proche, c'était Nantes. Donc, le patient a été traité à Nantes. Et comme vous voyez, on est parti de 0% de facteur 8 avec la courbe bleue. Actuellement, il a une courbe qui est stable autour de 30-35%, ce qui a complètement changé sa vie parce qu'il n'a plus obligé de faire la prophylaxie IV. Il n'est plus exposé à des saignements spontanés. Il est parti faire des voyages. Il a maigri apparemment. Il fait beaucoup plus de sport. Il peut bouger parce qu'ils avaient tous avant peur de bouger parce qu'il y avait des risques de saignements intra-articulaires. Et de surcroît, sur le plan hépatique, il l'a toléré assez bien. On n'a pas été obligé de donner des immunosuppresseurs, etc. Et le patient, ainsi que l'équipe médicale, sont ravis. Et les 3 patients qu'on a traités lors de l'accès direct, ils sont tous à peu près, ils ont le même profil. Ça s'est très bien passé. Donc, j'espère que pour les prochains, quand on aura accès cette fois-ci via le marché, donc la négociation avec le CEPS, ça continue actuellement, mais on ne l'a toujours pas. Mais là, c'est une négociation de prix. Il n'y a pas de contraintes médicales ou de signaux de danger. Néanmoins, il y a quand même 2 choses à signaler pour finir. Il y a 2 thérapies géniques, autres que celui dont je vous parle, qui va bientôt arriver, j'espère, sur le marché pour les hémophiles B. 2 autres qui avaient reçu l'AMM, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, l'un pour l'hémophilie B et l'autre pour l'hémophilie A. Là, les industriels se sont rétractés et ils n'ont pas voulu venir sur le marché. Vous allez me dire, mais il y a des problèmes. Non, il n'y a pas de problème en termes d'efficacité ou de tolérance. Le souci, c'était purement financier. Vu tous les alternatifs que je vous ai montrés, ils ont estimé qu'ils n'auront pas le marché nécessaire pour pouvoir, entre guillemets, avoir des bénéfices attendus de ces produits-là. Ils se sont rétractés. Est-ce que ça veut dire que la thérapie génique, c'est quelque chose qui ne marcherait pas en hémophilie? On peut se poser la question. Je pense que la réponse est non, parce qu'on a besoin d'énormément de traitements. Et il y a d'autres choses qui arrivent qui vont encore améliorer la performance de la thérapie génique et réduire leurs contraintes. Il y a l'édition génique qui est en train de tester en phase 3 et Lyon en fait partie, c'est le centre coordonnateur. Mais on a également des thérapies cellulaires, donc de la thérapie génique, on va dire in vitro. On récupère les lymphocytes B des patients. Ils sont transduits par des lentivirus cette fois-ci. On s'attend à ce qu'il y ait une intégration au niveau de lymphocytes B qui a la capacité donc de produire des protéines via les immunoglobulines. Et là, ils vont produire des facteurs de coagulation. Un peu sur le modèle du vaccin de variole, je dirais, c'est une fois que le lymphocyte B apprend à faire la protéine, ben, il peut le faire à vie. Et là, cette fois-ci, on a moins de soucis de durabilité et on peut redoser le patient, on peut réinjecter si l'efficacité diminue dans le temps. Donc, voilà un peu ce qui nous attend. La France, c'est très bien. On a notre place aussi bien dans les développements des innovations que leur application, mais je ne peux pas terminer cette présentation sans dire qu'on s'attendrait, vu la population mondiale, à avoir plus de 800 000 hémophiles dans ce monde et on n'en connaît que 250 000. Ça veut dire qu'il y a encore plus de 70% des patients qui n'ont pas été diagnostiqués dans le monde et dont la moitié n'ont pas accès au traitement. Et je pense que la thérapie génique pourrait être une opportunité pour beaucoup de pays. Le jour où on arriverait à mieux les diagnostiquer, il y a énormément d'efforts. Là, je rentre de Kuala Lumpur, il y avait le congrès de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Il y a une énorme campagne de dépistage. Et pour cette approche, pour des pays où il n'y a pas beaucoup de moyens, on traite une fois, on a une efficacité au long cours, ça peut être une merveilleuse opportunité pour ces patients-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a l'espace pour quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Je suis hémophile et
à ma seconde injection de facteur 8, nourrisson, bien que la maladie et j'ai eu un retard de diagnostic qui fait que ma mère m'allaitait. Du coup, j'avais un peu de son facteur 8 qui transitait dans mon corps. Et un retour d'expérience facile. Vous voyez, mais grâce à grâce à cet inhibiteur, j'ai pu échapper aux sang contaminés, puisqu'on ne pouvait pas m'administrer de facteur 8 directement. Et j'étais très proche de la famille Godin. Je connaissais très bien Stéphane et Laurent qui m'ont pratiquement appris ce qu'était l'hémophilie, puisque j'ai une mutation qui a été vérifiée. Et donc ça a été la sidération dans la famille quand on a appris à ma naissance. Et j'ai, grâce justement à excuse-moi, Il n'y a pas de souci. Prenez votre temps. Grâce au centre de l'hémophilie à Lyon, qui à l'époque était dirigé par le professeur Négrier, quand Stéphane est décédé, j'étais en fauteuil roulant et j'ai eu tellement une souffrance énorme que je me suis jeté de mon fauteuil roulant dans les escaliers. Ce qui fait que à Grenoble, il n'y avait pas encore les compétences pour cette gravité-là. Donc, on m'a redirigé sur Lyon. Et là, le professeur Négrier m'a proposé, puisque j'avais cet anticorps, il m'a dit, il y a un cas qui vient d'être traité en Allemagne par comment non, ça remonte à long, ça fait. Novo 7? Non, à l'époque, c'était encore du facteur 8. Je parle de ça, c'était il y a pratiquement 30 ans. Et voilà. Et là, grâce au professeur Marlu, que je remercie beaucoup, je viens d'essayer l'Altuvox qui vient d'avoir l'AMM et qui, pour moi, pour l'instant, a une très bonne réponse. Parce que le professeur Négrier m'avait dit à l'époque, comme on n'a pas de recul sur la réapparition possible de l'inhibiteur, on ne sait pas si on va pouvoir un jour arrêter la prophylaxie. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage qui montre la complexité de la situation. Je n'ai pas voulu effectivement rendre les choses plus complexes, mais un des problèmes majeurs, comme monsieur le signale, avec les facteurs de coagulation, c'était que les patients pourraient développer des allo-facteurs comme ils n'expriment pas à la base de la protéine qu'on utilise comme agent thérapeutique et qui rendaient inefficace en fait le traitement apporté et réduisait les champs d'action. Donc maintenant, il y a effectivement différentes alternatives que je vous ai présentées et je suis ravie d'entendre que les choses se passent mieux maintenant. Et de surcroît, il y a une compétence sur place, un CRC à Grenoble qui, j'imagine, vous facilite la vie. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou on enchaîne? Ce témoignage était particulièrement intéressant pour montrer aussi tout l'intérêt du parcours que vous avez pu mettre en place en France et qui nécessite aussi, au cas par cas, de savoir finalement quel meilleur traitement sera disponible pour la personne. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et ce témoignage.